Sud Radio Auto, essai croisé. En cette période de crise énergétique, vous avez du mal à faire le plein. Le plein vous coûte de plus en plus cher. Votre facture d'électricité augmente. À quoi nous chaufferons-nous? À quoi nous éclairerons-nous? Grâce à quoi nous déplacerons-nous dans le futur? L'une des énergies du futur, c'est pourtant une molécule qu'on respire, qu'on boit même par moment, en tout cas qui existe et qui nous entoure, c'est l'hydrogène. On en parle avec notre invité Pierre-Étienne Franc. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le PDG de I24. C'est un fonds d'investissement. Ce fonds est français. Il vient de boucler son tour de table. Vous avez levé en tout 2 milliards d'euros pour investir dans l'hydrogène décarboné. C'est le fonds le plus puissant du monde? Le plus puissant, je sais pas. Oui. Mais c'est le seul fonds qui soit exclusivement dédié à cette technologie sur toute la chaîne de valeur et de cette taille dans le monde. Il y a beaucoup d'autres fonds qui font du renouvelable et qui mettent un peu d'hydrogène, mais nous, on fait que de l'hydrogène. Que de l'hydrogène décarboné. D'abord, bien sûr. Je le disais, l'hydrogène, c'est une des molécules qu'il y a notamment dans l'eau. Concrètement, comment on va se servir de l'hydrogène pour en faire de l'énergie? Alors, déjà, l'hydrogène, c'est une molécule effectivement la plus abondante dans l'univers, mais elle est rarement seule. Donc elle est soit combinée dans les hydrocarbures avec du carbone, soit effectivement dans l'eau. L'intérêt de cette énergie, c'est que c'est en fait ce qu'on appelle une énergie secondaire et qu'elle me permet, lorsque j'ai beaucoup d'énergie renouvelable et que je souhaite l'utiliser mais que j'ai pas forcément l'énergie quand j'en ai besoin et que parfois j'en ai en trop, ne pas de la stocker en cassant la molécule d'eau avec et avec ça de récupérer du gaz qui est l'hydrogène. Et comme l'hydrogène est aussi la molécule la plus énergétique au monde, je peux ensuite réutiliser cet hydrogène soit pour faire de l'électricité, donc je fais du power to power, comme on dit, c'est pas très efficace, mais si c'est le seul moyen de stocker mon énergie renouvelable, c'est assez pratique. Au moins j'en ai, je sais, voilà. J'ai une réserve. Et puis je peux utiliser pour tout un tas d'applications chimiques, électrochimiques ou de combustion. Alors quand on regarde la transition énergétique plus globalement, en fait j'ai 3 grands sujets que je ne sais pas régler sur l'hydrogène. Le premier, c'est que je vais devoir monter très fortement la part de renouvelable dans le mix énergétique mondial. Et je vais devoir pour faire ça aller chercher du renouvelable dans des endroits où je peux en faire en quantité très, très importante, pas cher, rapidement. Et ça, c'est 3 critères qui font que je vais aller en faire en Australie, dans l'Amérique du Sud, dans les pays du pourtour méditerranéen, en Afrique, et que je vais chercher un moyen ensuite de la récupérer pour l'utiliser dans les pays où j'en ai besoin. C'est le Japon, la Corée, l'Europe. Exactement. Et pour ça, le vecteur, c'est l'hydrogène ou des composés de l'hydrogène, l'ammoniac, le méthanol, mais c'est toujours l'hydrogène le cœur du sujet. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est que, comme on l'a dit, j'ai parfois des zones d'intermittence entre le moment où mon énergie renouvelable est là et le moment où j'en ai besoin. C'est ça. Quand c'est la journée, je peux faire ça avec des batteries, je stocke sous forme de batterie, je restitue. Mais quand c'est la semaine ou le mois, ce qui va arriver dans un certain nombre de pays, il faut avoir des cavités et des capacités de stocker des grandes quantités d'énergie sans la perdre. L'hydrogène est le bon vecteur. Et le troisième point qui nous amène à certains de vos sujets de prédilection, c'est que on a des secteurs très intensifs en énergie qu'on ne sait pas décarboner uniquement avec de l'électricité. Voilà. Mais il faut un autre vecteur qui est le complément de l'électrique, c'est l'hydrogène. C'est l'ensemble de la grande industrie, donc l'acier, la chimie, la les usines. Il faut qu'elles tournent à quelque chose. Et l'hydrogène est un bon client pour ça. Exactement. Et puis la mobilité, bien sûr. La mobilité intensive, lourde. Et peut-être aussi la mobilité quotidienne de demain, mais ça c'est un sujet dont on débattra ensuite. Et on sera amené d'ailleurs à en parler dans une semaine, puisque le Grand Matin Week-end sera délocalisé au salon Equip-Auto à Paris samedi prochain. On vous présentera une voiture, la voiture française l'une des voitures françaises qui doit rouler à l'hydrogène. Elle s'appelle l'Opium Machina, mais la voiture à hydrogène, c'est presque l'arbre qui cache la forêt de l'hydrogène, parce que les applications sont extrêmement nombreuses. Alors en fait, effectivement, quand on regarde le rôle que l'hydrogène pourrait jouer dans la transition demain, il pourrait représenter 15 à 20% de la demande finale. Et en gros, un bon tiers, c'est pour décarboner l'industrie lourde, faire de l'acier à base d'hydrogène au lieu d'utiliser du charbon, remplacer le kérosène et autres combustibles dans les avions, dans les bateaux, dans tout ce qui est maritime et transport de fret très lourd ou de passagers. Et puis, quand on rentre dans le métier des transports, dès que vous arrivez sur des transports très lourds, c'est-à-dire plusieurs tonnes à transporter sur des distances importantes, que vous voulez avoir des temps de charge rapides parce que vous êtes en plusieurs shifts, les taxis aussi, vous avez le taxi à Paris, toutes ces mobilités-là, c'est-à-dire les transports qui sont pas le transport quotidien urbain, ça représente 30 à 40% des transports, et ça, on voit mal comment le faire sans au minimum une hybridation hydrogène électrique et souvent que de l'hydrogène. En fait, à partir du moment où certains continents comme l'Europe disent à partir de 2035 plus de voitures thermiques et plus d'hybrides, comment on fait? On peut pas faire qu'avec de la batterie, on le sait bien. Donc on a besoin d'une hybridation batterie-hydrogène. En fait, l'hydrogène n'est pas contre
ou face ou concurrent de la batterie. C'est le complément qui permet d'asseoir l'électrique dans tous les modes. Donc il y aura bel et bien un mix énergétique et l'hydrogène y a toute sa place. Alors j'ai dit, je suis un petit peu chauvin, mais c'est important de l'être quand même, on est français. Ce fonds est français, est-ce que la France est bien placée dans cette course à l'hydrogène? Alors c'est vrai que ce fonds a une particularité, il a deux particularités. D'abord c'est que c'est un fonds, c'est assez rare, c'est un fonds qui a levé des moyens auprès à la fois d'industriels et de financiers. 50% des investisseurs du fonds sont des grands groupes industriels. Il y en a quelques-uns de français. Il y a bien sûr Air Liquide, Total et Vinci qui sont les premiers qui sont rentrés. Mais il y a aussi des Américains, Plug Power, Baker Hughes, Chart, etc. Vous avez aussi Airbus qui est rentré très rapidement après. Et puis vous avez une autre moitié, c'est les financiers. Et les financiers, vous avez les grands acteurs français. Vous avez AXA, vous avez ERAF, vous avez la Caisse des dépôts, vous avez Crédit Agricole, etc. Et effectivement, la France, non seulement avec ça, montre sa capacité de se mobiliser sur ce sujet et de se projeter vers l'étranger, parce que le fonds va investir partout dans le monde. Et deuxièmement, les grands acteurs français, on les a cités, puis il y a quelques startups aussi, ont des technologies de pointe sur toute la supply chain de l'hydrogène, la production, son acheminement, son conditionnement, la liquéfaction, parce que parfois il faudra faire l'hydrogène de manière liquide, donc le réduire à très basse température, et donc sont capables, et c'est pour ça que la France est assez en pointe sur ces sujets, là où elle n'est pas en pointe, et là où il faut progresser, c'est sur le développement de l'usage de l'hydrogène dans la mobilité notamment. Et c'est ma dernière question, justement. Vous avez levé 2 milliards. Concrètement, ils iront dans quoi? Alors, notre objectif, pour que tout le monde le voit, c'est d'investir dans des grands projets. C'est de travailler sur les passages à l'échelle, donc de faire des grandes unités de production d'hydrogène vert, travailler à cofinancer des réseaux d'approvisionnement et des réseaux de stations qui alimentent des flottes captives de véhicules. C'est ce qu'on a fait notamment, on a déjà fait 3 investissements et l'un d'entre eux constitue une entrée dans H2 Mobility qui est le réseau national allemand de stations hydrogène qu'on va redévelopper, repackager pour aller servir des flottes de bus, des flottes de camions, des flottes de taxis, etc. Donc on va investir vraiment massivement. Les tickets sur chaque projet sont de 50 à 200 millions. Donc et on n'investit pas seul, on investit toujours avec d'autres. Donc on investit sur des projets qui font plusieurs centaines de millions d'euros. Et donc l'Europe, la France en particulier, en tout cas, enclenche la seconde très clairement sur l'hydrogène. Ah, tout à fait, la seconde et même la troisième, parce que effectivement c'est de loin le continent qui a l'ambition la plus forte. Même si pour ceux qui suivent le sujet, les Américains viennent de mettre en place un plan qui s'appelle l'Inflation Reduction Act, qui met en place des soutiens à la production d'hydrogène vert très très importants, ce qui fait que maintenant la question n'est plus est-ce que ça va marcher, ça va décoller, c'est sûr. Les projets arrivent. Le premier. Et la question c'est qui décollera le premier, quels seront les meilleurs acteurs et où est-ce qu'on va utiliser cet hydrogène en priorité, les secteurs existants, les nouveaux secteurs et les transports. La mobilité, pourquoi pas les usines, tout le reste, les bateaux. La mobilité en fera partie. On en parlera. Bon vent, bonne route et bon décollage en tout cas. Merci beaucoup. Pierre-Étienne Flan, pardonnez-moi, PDG de I24, ce fonds d'investissement dans l'hydrogène qui vient de lever plus de 2 milliards d'euros. C'est la fin de ce grand matin week-end sur Sud Radio. On se retrouve samedi prochain, je le disais, dans le salon Équipe Auto. C'est à Paris, juste à côté du Mondial Auto. Semaine à l'honneur de la mobilité sur Sud Radio, évidemment.